Bonjour, mathématiques, les intégrales, c'est-à-dire la troisième unité pour la sixième année. C'est quoi une intégrale? L'intégrale, c'est si j'ai une fonction qui est là, en bleu. C'est l'aire entre cette fonction et l'axe des x. Et on peut la représenter ou l'approcher d'une certaine façon. Je vais le faire encore en plus grand, pour que ce soit très visible. On peut le faire en découpant l'axe des x en, comme on avait eu avec la dérivée, si vous vous rappelez, en des rectangles, en fait c'est plutôt des trapèzes. Normalement ils sont censés être plus petits que ça, mais là je veux que ce soit très visuel. Si je fais des rectangles, je peux soit calculer un rectangle en prenant le côté le plus bas de ma courbe, soit, donc, et je vais avoir cette zone-ci, puis après celle-ci, et puis encore celle-ci, et vous avez compris le concept. Je vais chaque fois prendre l'élément le plus bas. Mais je peux aussi, et en faisant ainsi, je vais avoir une approximation de mon aire, mais elle est minimale. Et donc mon aire totale, qui est en théorie l'intégrale de ma fonction, va être la somme des aires des petits rectangles, c'est-à-dire ici c'est chaque fois un delta x, donc c'est delta x, la base, que je multiplie par la hauteur, et je peux prendre, c'est l'élément le plus bas, on va l'appeler petit m. Ça c'est l'aire minimaliste. Maintenant je pourrais faire autrement, il n'y a rien qui m'empêche de dire que je prends le rectangle le plus élevé, chaque fois le plus grand. Je couvre le point supérieur. J'ajoute la partie rouge. Je ne vais pas le faire partout, vous avez bien compris. Donc dans ce cas-ci, mon aire maximum, parce que là j'ai surestimé mon aire, c'est la somme toujours des delta x fois ici des grands M. Je vais mettre. Jusque-là, ça marche. Si maintenant je multiplie, je prends des delta x de plus en plus petits et je suis donc de plus en plus précise, je vais avoir une approximation extrêmement bonne. Et je peux aussi faire autrement, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec deux aires différentes, j'aurais pu prendre un autre cas en disant, écoutez, ça c'est mon delta x ici, je prends la position moyenne de mon delta x et je prends la valeur de ma courbe en cette position-ci. Et donc je fais que mon R, c'est la somme de mes delta x fois CF, on va dire xi. C'est aussi possible. Ou j'aurais pu travailler avec des trapèzes. Tout ça est possible. Je peux choisir la méthode, c'est pas ça qui est important. Donc, mais ça, c'est le concept à comprendre. L'intégrale, c'est cette aire-là, où on définit donc que, normalement c'est un petit a et b sont ce qu'on appelle les bornes de l'aire ou de l'intégrale. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué, et je vous ai expliqué avec le point central, ce qu'on a pris le milieu, et on a fait le calcul ici de savoir ce que ça représenterait. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que c'est arrivé une fois dans un examen où ils ont demandé d'appliquer une des méthodes pour arriver à la valeur de l'intégrale. En fait, ils ne donnaient pas la formule de l'intégrale, ils donnaient uniquement le graphique et il fallait trouver l'aire. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître la méthode. Et on va définir, on va dire que, on va appeler, en réalité cette intégrale, c'est ce qu'on a eu dans l'autre sens, c'est l'opposé de la dérivée. Et on va donc appeler la primitive de la fonction f, c'est-à-dire l'intégrale de la fonction f, la dérivée, on va dire que la dérivée de la primitive, est la fonction.
parce qu'ils sont l'un l'inverse de l'autre. Voilà, c'est une terminologie comme une autre. Donc la primitive, c'est quand on revient à la formule originale. Et on va appeler l'intégrale en elle-même, cette primitive, plus un coefficient k. D'où ça vient cette notion de coefficient k? Je vais essayer de me mettre là où j'aurai un peu de place pour pouvoir écrire. Si vous vous rappelez dans les dérivés, si par exemple j'avais une fonction f de x est égale à x carré plus 2x plus 4. Quand je faisais ma dérivée, c'était donc 2x plus 2. J'ai perdu le plus 4. Si je fais maintenant l'intégrale de f', je viens de dire que l'intégrale de ma dérivée, ça revient à ma fonction. C'est f de x. Donc je vais faire l'intégrale. Vous allez le voir après, on va passer par les formules. Ça ressemble à ceci. Sauf que je sens bien que je dois pouvoir mettre quelque chose ici, mais j'en ai perdu la trace lors de la dérivée. Donc, pour retrouver cette trace, je vais indiquer plus k. Quand je fais l'intégrale, je retrouve donc ma primitive, ma dérivée de ma primitive, c'est ma fonction. En fait, je devrais indiquer que c'est une approximation de ma fonction à la valeur k de près. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'intégrale en elle-même, c'est l'intégrale de f de x, on le représente ainsi, c'est cette primitive plus une valeur, k, quelle qu'elle soit. Alors, on indique simplement que k appartient à ce qu'on appelle z, avec la double barre dans le z. Pardon, pas z, mais r. Voilà, ça c'était pour la partie la plus théorique. Maintenant, il y a quelques propriétés de base, un peu comme on avait eu avec les dérivés pour nous faciliter la vie, c'est que si vous avez une somme de fonctions, votre intégrale va être la somme des intégrales. OK. Si vous avez une intégrale ou une fonction dedans que vous la multipliez par une constante, vous pouvez la sortir parce qu'elle n'est pas impactée par l'intégrale. De la même façon, si vous allez de la borne A vers la borne A, dans votre graphique, quand vous avez une fonction ainsi, si vous allez de la borne A à la borne A, votre R, elle est vachement nulle. Hein. Donc, l'air ici, c'est 0 quand vous allez de A à A. On peut aussi découper des morceaux, comme on a vu, on l'a fait avec les delta X, c'est-à-dire que je peux, au lieu d'aller directement de A vers B, je peux passer par une étape C. En disant, d'abord je fais l'intégrale de A à C et de C à B. Et alors, encore plus joli, c'est que si notre fonction était plus grande que 0, l'intégrale va rester plus grande que 0. Même chose si j'avais une fonction supérieure à une autre fonction. Ce qui est plus intéressant maintenant à savoir aussi, et c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, c'est que l'intégrale de la fonction de la borne A vers la borne B, c'est donc le calcul de cette primitive, on va voir comment on la calcule, de la borne A à la borne B, et pour résoudre ce B et ce A, ce qu'on fait, c'est qu'on va remplacer le X la première fois par la borne B, moins le remplaçage du X par la borne A. En réalité, pour calculer l'air, on calcule donc l'air global et on retire ce morceau-là de l'air. En fait, c'est ça qu'on fait. C'est assez logique. La fonction composée, on a déjà vu le coup du fog, c'est la fonction d'une fonction. Et je remets la formule au cas où vous l'aurez oublié de comment on fait la dérivée d'une fonction composée. On fait donc la dérivée de la fonction globale qu'on multiplie par
la dérivée du contenu. Je redonne un exemple. C'est si, par exemple, vous avez cosinus de 2x et vous faites sa dérivée de tout ça, c'est donc égal à la dérivée, donc ici c'est le f, et ici c'est le g. Vous faites donc la dérivée du cosinus, c'est-à-dire sinus de 2x, et vous multipliez le tout par la dérivée du g, qui est 2x. Sa dérivée, ça volait 2. C'était donc 2 sinus de 2x. Eh bien, on va avoir la même chose maintenant ici pour les intégrales. Donc, j'ai remis simplement la façon d'écrire avec ce U que vous allez voir apparaître dans le deuxième tableau. Le tableau de gauche, le premier tableau, c'est simplement quand vous avez une bête dérivée, une bête fonction. Le deuxième tableau, par contre, lui, travaille plutôt avec les fonctions composées. C'est pour ça que j'ai du U avec ce U qui est en fait G de X. C'est une façon à simplifier un peu l'écriture. Ce tableau est à connaître par cœur. Et en réalité, c'est ça qui est très sympathique, c'est que c'est la même chose que vous avez avec les dérivés. Si vous vous réappliquez, il y avait, quand j'ai la fonction ln de x, sa dérivée, c'était 1 sur x. Ben là, on passe de l'un à l'autre de la même façon. Si sous le symbole de l'intégrale, vous voyez 1 sur x, vous savez que votre primitif, donc c'est-à-dire la fonction de base, c'est pour ça qu'on l'appelle primitif, celle de l'origine, ça sera ln de x. Il y a une petite astuce, c'est que vous voyez qu'elle est en ce qu'on appelle en valeur absolue. Parce que de nouveau, on perd certaines informations par rapport au signe. Par contre, quand on parle de primitif, ne jamais oublier le plus K. J'ai expliqué avant pourquoi. Donc ça à connaître par cœur, il n'y a pas de choix. Aussi, à se rappeler quelques propriétés des trigonométries, c'est quand même mieux si vous connaissez ces formules-là par cœur aussi. Bon, toute l'astuce pour la résolution des intégrales, c'est de trouver par quelle méthode on peut le faire. La première méthode la plus classique, c'est ce qu'on appelle la substitution ou changement de variable. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Rarement à l'examen, on vous demandera une méthode en particulier, on vous demandera juste de résoudre. Et vous appliquez ces méthodes, qu'on parle de primitives ou d'intégrales avec des bornes, c'est aussi bon l'un pour l'autre, c'est pas ça qui est important. Si par exemple vous avez une superbe intégrale qui ressemble donc à une fonction composée, multipliée par la dérivée de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser que g de x, c'est simplement une variable. Donc on a supprimé un niveau. On sait que la dérivée de g de x, c'est g' de x. Là, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Sauf qu'on a dit maintenant que g de x, c'est t. Donc je fais la dérivée de t. Et la dérivée de t se représente comme étant dt sur dx. C'est-à-dire, je découpe ma variable t en des petits morceaux. Donc, j'ai un dt qui va donc être égal à g' de x fois dx. Si vous regardez bien maintenant avec l'information de base, mon intégrale de tout à l'heure, j'ai donc remplacé mon g de x par le t. J'ai remplacé mon g' fois dx par... Et j'obtiens donc une superbe intégrale toute simple, intégrale de f de t fois dt. Ça, on sait, c'est la primitive de t, en t, plus k. Sauf qu'on ne veut pas t, on veut g de x, il suffit de remplacer t par g de x et le tour est joué. Donc au lieu de travailler quelque chose de compliqué, on a travaillé quelque chose de plus simple, mais pour ça, il fallait à tout prix voir d'une façon ou d'une autre la dérivée du contenu. Un exemple.
l'intégrale de 1 moins 2x carré sur cos carré de 4x cube moins 6x. C'est vachement beau, hein. On pose 4x cube moins 6x égale à t. Comme ça, on a du cos, des cubes, des carrés, ça serait quand même moins moche. Je calcule maintenant la dérivée de ce brol. Donc, c'est 4 fois 3 fois x carré moins 6. Ça, c'est ce qu'on a vu dans un autre chapitre. Est égal, et c'est là l'astuce, dt sur dx. Donc, 4 fois 3 fois x carré moins 6, on voit bien que j'ai un 6 que je peux mettre en évidence, et il me reste 2x carré moins 1, qui est égal à dt sur dx. 2x carré moins 1, c'est ce que j'ai ici en haut, sauf que là, j'ai l'inverse. C'est pas très très grave. Donc, j'obtiens que 2x carré moins 1 fois dx, c'est le dt sur le 6. Hein. Je fais partir le 6 de l'autre côté et je fais remonter le dx. Parce que ce morceau-là est très 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 proche de ce que j'avais à l'origine. Donc je peux remplacer ce morceau-là de l'origine par dt sur 6 avec un signe qui me manquait. Donc j'ai plus qu'à résoudre comme intégrale maintenant moins dt sur 6 fois cosinus carré de t. Et vous avez sûrement vu juste avant que si j'ai 1 sur cos carré, ici, c'était le cas, ça voulait dire que ma fonction, que ma primitive, c'était tangente de x. OK? C'est très joli ce petit dessin. Donc ici, j'ai un moins qui ne m'intéresse pas, donc je le laisse. Le 6 qui ne m'intéresse pas, je le laisse aussi, donc j'ai moins 1 sixième fois tangente de t. Plus k, ne pas oublier parce que c'est une primitive. Comment je sais que c'est une primitive? C'est parce que j'ai pas de borne. Donc c'est une primitive. Et maintenant, il ne faut pas oublier, dernière étape, de remplacer le t par ce joli jeu brol de 4x cube moins 6x. Et c'est résolu. Autre méthode, ce qu'on appelle par partie. De nouveau, la difficulté, c'est d'identifier la bonne méthode, et ça s'applique qu'on ait des bornes ou pas des bornes. On a vu que quand j'ai la dérivée d'une multiplication de fonctions, je peux donc faire la dérivée de la première fonction multipliée par la deuxième fonction, plus la première fonction multipliée par la dérivée de la deuxième fonction. OK. Si maintenant, j'ai une intégrale qui ressemble à f de x fois g de x dérivée. J'ai donc la dérivée de f' de x fois gx fois dx. On a vu qu'on peut appliquer les intégrales sur tous les petits morceaux. Hein. Donc j'ai juste simplement, je vais le mettre peut-être en rouge pour que ce soit là plus visuel. J'ai simplement, par rapport à tous les morceaux que j'avais, j'ai mis un intégral devant chacun des morceaux. J'ai rien fait de plus. Hein. J'ai tout recopié bien proprement, je le jure. Et j'ai ajouté bien sûr chaque fois partout des dx hein, pour faire joli. En réalité, qu'est-ce que j'ai cherché à résoudre normalement? J'ai cherché à résoudre une intégrale qui ressemble à ceci. C'est le cas qui nous intéresse ici. Ce cas-là, donc en réalité, c'est ce morceau ici. Donc on est d'accord que je peux très bien remettre toujours ma grande dérivée globale et je déplace vers la gauche de mon symbole d'équation, d'égalité, le morceau f' fois g de x. Je sais aussi que l'intégrale de la dérivée de f fois g, entre guillemets, ces deux morceaux s'annulent entre eux. C'est donc f de x fois g de x. Donc, ma formule magique, c'est que quand je veux résoudre l'intégrale de f fois la dérivée d'une fonction, qu'est-ce que je fais? Je dis que c'est égal à la première fonction multipliée par la deuxième fonction, plus sa dérivée, hein, mais la fonction même, moins l'intégrale de la dérivée de la première fonction multipliée par la deuxième fonction. Vous allez me dire, ouais, mais attendez, j'ai de nouveau une intégrale. Souvent, cette deuxième est plus simple.
souvent. Il y a certains cas où malheureusement, quand vous avez surtout de la trigo ou de l'exponentielle, vous allez devoir faire 2 fois le calcul. Parce qu'à un moment donné, ça va se simplifier. Donc, la méthode, et comment vous allez faire? D'abord, il va falloir, dans l'intégrale qu'on vous a donnée ici, trouver lequel des éléments est le plus intéressant à mettre en F et lesquels des 2 morceaux vous allez considérer comme étant une dérivée. Puis vous allez calculer le f' fois dx pour le premier morceau et vous recalculez de quelle fonction était cette dérivée. On conseille, quand vous avez le choix, pour savoir lequel des 2 morceaux vous mettez comme g', donc première dérivée, une fonction exponentielle ou une fonction trigonométrique. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être remarqué que la dérivée de e de x, c'est quoi? C'est e de x. La dérivée d'un sinus, c'est un cosinus. La dérivée d'un cosinus, c'est moins sinus. Donc, vous voyez bien qu'ici, vous revenez très vite au même cas de départ, vous compliquez rien, et qu'ici, avec les sinus et les cosinus, en 2 étapes, vous revenez au point de départ, avec juste un petit moins en plus. Vous compliquez pas grand-chose. Calculons notre exemple. Si par exemple, j'avais ln de x sur x fois dx, on va poser le truc le plus moche et le plus compliqué, c'est ln de x. Donc on veut le faire un peu disparaître, et c'est quand même plus sympa de travailler avec, même si on n'aime pas beaucoup les fractions, mais des fractions c'est quand même moins moche. Donc je dis f de x est égal à ln de x. Donc je calcule sa dérivée f' de x, c'est 1 sur x. J'aurais dû marquer fois dx, pardon. Je pose que g' de x est égal à 1 sur x. Selon le tableau des dérivées des intégrales, ça voulait dire que g de x était égal à ln de x. Donc, je reprends ma jolie formule de base, où j'ai bien mon ln de x qui est mon f, et mon 1 sur x qui est mon g'. Et c'est donc, je reprends par rapport à ma jolie formule ici, le f de x c'est ln de x, mon g' c'est 1 sur x, et on a donc dit ça va être égal à f de x, c'est-à-dire ln de x, fois g de x, c'est devenu ln de x, moins l'intégrale, f', c'est devenu 1 sur x, que vaut mon g, ln de x, le tout fois de x. Ouais, ça c'est sûr que j'ai bien simplifié. J'avais un ln de x avec fois 1 sur x, et bien je retrouve la même chose. Donc, ce brol-là, tout à l'heure on l'a appelé comment? On l'a appelé i, d'accord? C'est là, il est là, on l'appelle i. J'ai donc maintenant i est égal à ln de x fois ln de x moins i. C'est original ça, hein? J'ai donc, si je mets ce i ici de l'autre côté, 2i est égal à ln. Vous m'autorisez à faire ln carré de x, hein? C'est plus sympa. Donc, mon intégrale était égale à quoi? À 1 demi fois ln carré de x. Bien sûr, c'est des primitifs, puisque j'ai pas de borne, plus k. Donc, le truc vachement moche est resté moche, mais il s'est résolu tout seul. C'est génial, hein? Bon, on continue. On va s'amuser encore plus. Si maintenant j'avais des fonctions rationnelles, c'est-à-dire que j'ai un genre comme ça avec ax plus b et du brol en dessous. Alors là, bon courage et j'espère que vous n'aurez pas ça à l'examen. L'astuce, c'est qu'il va falloir transformer ce ax carré plus bx plus c en quelque chose qui ressemble en du x plus d au carré plus un brol. Pourquoi? Bien sûr, ça perturbe les coefficients en haut aussi, hein, ça il faut pas. Parce qu'il y a une super formule dans les intégrales qui dit que 1 sur x plus
1 au carré plus 1. Donc c'est l'intégrale de 1 sur x carré plus 1, je vais dire normalement. Pardon, x plus 1 au carré, oui, c'est comme ça. Ah, zut. Parce qu'on a l'intégrale, on a là une superbe formule qui dit que l'intégrale de 1 sur 1 plus x au carré, dx bien sûr, c'est égal à l'arc tangente de x plus k. On l'a appris par cœur. Donc ici, l'idée va être, au lieu d'avoir x carré, j'ai un x plus 2. À un moment donné, il faudra s'arranger que le e devienne une sorte de 1, une simplification. Et comme ça, j'ai un superbe x plus d qui va traîner quelque part. Bon courage pour arriver à ça. Je vous ai mis un exemple, mais je ne vais pas aller à travers, parce que c'est imprononçable à voix haute. Toutes mes condoléances. Une des questions qu'ils adorent poser à l'examen, c'est pas uniquement de calculer une bête intégrale, c'est de vous compliquer la vie en vous faisant calculer une aire ou un volume. Alors, par exemple, calculer l'aire rouge qui est comprise entre A et B, sachant qu'on aura un morceau qui est au-dessus de l'axe des X et un morceau qui est en dessous de l'axe des X, dans ce cas-ci. Eh bien, l'astuce va être de découper en morceaux. Donc, je prends l'intégrale de A jusqu'à C, c'est-à-dire le côté positif, et l'intégrale de C jusqu'à B, c'est-à-dire l'intégrale négative. Et il va falloir inverser la partie négative. Donc, normalement, vous faites l'intégrale de A à C, et là, de A à B, ça sera donc l'intégrale de A à C moins l'intégrale de C à B. Et bien sûr, vos résultats dans les bornes vont prendre le même coup. Il faut retirer ce morceau-là. C'est comme ça. Si maintenant, vous avez un autre cas, c'est qu'on vous demande de travailler de faire l'aire entre deux fonctions. Il faut d'abord repérer la fonction qui est en haut et celle qui est en bas. Hein, parce que cette aire va être donc l'intégrale de A jusqu'à B du grand morceau, du morceau qui est au-dessus, moins la fonction du dessous, pour juste avoir vraiment le milieu, le contenu. Là où est l'astuce, c'est que souvent, on ne vous donne pas les bornes A et B. Les bornes, vous voyez que c'est là où f de x et g de x se croisent. Donc, il y a moyen de trouver les bornes en calculant les x qui font que f de x est égal à g de x. On complique encore plus. On peut aussi vous demander de calculer le volume d'un solide. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, par exemple, j'ai une superbe aire comme ça, et mon solide, c'est tout ce brol-ci. Donc, vous allez donc devoir calculer, mais selon l'axe des Z, de A jusqu'à B, l'intégrale de cette aire sur cette quantité. Parce que donc, en réalité, votre fonction, ici, là, c'est l'aire par rapport à Z. Encore plus louche. Si tout d'un coup, il se met à tourner sur lui-même, votre volume, ça s'appelle un volume de révolution. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rayon de votre petit morceau varie en fonction de la fonction f. Donc, il n'est pas constant ce rayon. Hein, c'est vraiment c'est le coup du vase, quoi. Vous avez un joli vase, hein, je n'ai pas très bien dessiné un vase, voilà, un truc comme ça, quoi. Donc, vous voyez bien que votre rayon, il n'est pas tout le temps de la même taille. Alors là, c'est encore plus rigolo parce qu'à ce moment-là, vous devez prendre donc le rayon est une fonction directement. Vous d'abord, vous appliquez alors à cette fonction R la formule de l'aire du cercle, hein, puisque vous calculez des aires chaque fois.
Et c'est pi fois r carré, sachant que r est une fonction. C'est-à-dire que vous faites que votre volume, c'est pi de la borne A jusqu'à la borne B dans ce cas-ci, est la fonction au carré fois dx. Faut pas oublier le pi, hein. Voilà, j'espère que ça vous a bien amusé et que maintenant vous êtes prêts à faire des exemples. Regardons un petit peu maintenant quelques exemples. On va commencer en force par un calcul d'air pour la surface comprise entre les deux courbes suivantes, la rouge et la bleue. Première chose à faire, c'est de repérer les bornes. Il y a deux solutions. Soit on résout 5 moins 4 x carré est égal à 1 sur x carré, avec x différent de 0, ce qui nous donne 5x carré moins 4x4 est égal à 1. Ainsi, on a pu simplifier par x carré. On pose x carré est égal à grand X, et on a donc 4x carré moins 5x plus 1 est égal à 0. Ce qu'on peut résoudre en faisant la méthode du delta carré, c'est 25 moins 4 fois 4, 16, ça fait 9. Donc on a grand X est égal à 5 moins 3 sur 8, ça fait un quart. Et l'autre grand X, c'est 5 plus 3 sur 8, c'est égal à 1. Donc de là, j'obtiens 4 possibilités pour les X. J'ai donc X1, 2, 3 et 4. X1 est égal à 1 demi, puisque j'ai grand X est égal à X carré, un quart. Donc je fais la racine carrée, c'est donc 1 demi. Mais ça peut être aussi moins 1 demi, hein, parce que si vous mettez moins 1 demi au carré, vous retombez sur un quart. Ou bien c'est les racines par rapport à 1, ben ça c'est facile, c'est 1 et c'est moins 1. Visuellement, compte tenu de votre graphique, vous voyez directement que vous devez avoir des racines qui sont positives. Hein, je suis quand même sur le côté droit des x. Donc, les seuls cas possibles, c'est x1 est égal à 1 demi et x3 est égal à 1. Ça, c'est mes deux racines. Alors, l'autre solution, c'est que vous regardez visuellement. Vous voyez visuellement que ça se coupe sur 0,5, ça se coupe sur 1. Je vous conseille quand même à ce moment-là de vérifier que c'est exact en appliquant une racine de 0,5 dans les équations et de voir si vous obtenez les mêmes y. C'est quand même une sécurité si vous ne voulez pas appliquer la bonne méthode. Maintenant que j'ai les bornes, l'air va donc être de mes deux bornes, de 0,5 jusqu'à 1. 0,5 jusqu'à 1. On prend d'abord la courbe rouge, c'est-à-dire 5 moins 4x carré, et on supprime la courbe bleue parce que je cherche cette zone-ci. Donc moins 1 sur x carré, le tout c'est dx. Alors c'est une intégrale assez simple. 5 devient 5x, moins 4x carré devient moins 4 sur 3 fois x cube, et moins 1x carré devient de mémoire 1 sur x. Alors, si vous avez un doute, comment vous faites? Vous faites, c'est x moins 1, vous faites sa dérivée. C'est donc la dérivée de moins 1, ça fait moins 1 sur x moins 2. Eh bien, c'était bien correct. Hop, je peux le supprimer.
et par rapport à mes bornes, 0,5, 1. On continue à calculer. Je remplace maintenant les x par les 1. J'ai donc 5 fois 1, moins 4 sur 3 fois 1 au cube, plus 1 sur 1. Puis je mets un moins et j'applique au x la borne 0,5. Donc ça fait 5 fois 1 demi, moins par moins, ça va faire plus 4 sur 3 fois 1 demi au cube, moins 1 sur x, ben en fait ça fait 2. Donc, en continuant ainsi à faire nos calculs, on obtient à la fin que ça vaut 1/3. Voilà, c'est ça que vaut l'air. OK, l'exercice numéro 2. Là, c'est un simple calcul d'intégrale. Donc, on va l'appeler I, c'est plus sympa. Comme ça, on obtient quelque chose de plus joli. Dans un cas pareil, il va falloir choisir une méthode. Comme c'est une racine avec 1 plus x, moi, j'aime bien dans un cas pareil dire que on va faire là par partie. Par partie, c'est-à-dire que je pose une variable qui va être u, une variable qui est v'. Je dis que u, ben, c'est le x, et que v' c'est 1 plus x exposant moins 1 demi. Hein, c'est ce qui est écrit ici, mais je l'écris autrement. Donc, la dérivée de u, ben, c'est 1 fois dx, et v', c'est donc, sa dérivée, c'était 1 plus x moins 1 demi plus 1, ce qui fait 1 demi. Et il ne faut pas oublier, si ça avait été 1 demi, qu'il faut le remettre un 2 ici. D'où vient ce 2? Alors pour vous simplifier, c'est 1 divisé par 1 demi. Le 1 demi, c'est l'exposant résultat. Donc c'est 2 fois 1 plus x exposant 1 demi. Donc maintenant, je peux réécrire ma jolie équation I, ma jolie intégrale. On fait U fois V. Alors U fois V, donc c'est 2 fois X fois racine de 1 plus X moins U' fois V en intégrale. Donc moins 2 fois 1 plus X exposant 1 demi dx. Ben là, on peut de nouveau calculer, on peut directement donner la valeur de cette intégrale. J'ai plus le x qui est dans mon chemin. On va pouvoir la résoudre directement. Donc j'ai i qui va être égal à 2x fois la racine de 1 plus x moins 2 fois 1 plus x exposant 1 demi plus 1. Donc ça fait 3 demi. Donc ici, je vais devoir mettre que je divise par 3 demi. Parce qu'il me manque ce 3 demi ici. C'est égal à 2x fois racine de 1 plus x. Si vous avez des doutes, réappliquez à la fin de votre exercice la dérivée et vous verrez apparaître ces 3 demi qui traînent. Enfin, 3 demi inversés maintenant. Moins 4 sur 3 fois racine de 1 plus x fois 1 plus x. Hein, parce que j'ai 1 demi et 1. Plus mon k. Faut pas l'oublier maintenant. Alors là, pour faire plus joli, je vous conseille de mettre en évidence le 2 racine de 1 plus x multiplié par donc
parenthèse, x moins 2 tiers fois 1 plus x. Alors, vous pouvez encore aller plus loin ici en rassemblant du tout. C'est même mieux, je dirais. Alors, si vous faites ça, si vous rassemblez le tout, donc plus toujours le cas, vous allez avoir donc i va être égal à 2 tiers racine de 1 plus x. Alors, je vais avoir 3 moins 2, 3x moins 2x, ça veut dire x moins 2 plus k. Voilà. Ça, c'est la valeur de l'intégrale. Donc, il fallait faire par partie pour que ce soit plus simple. Comment j'ai su qu'il fallait faire par partie? Parce que je vois que je peux descendre facilement et faire disparaître, entre guillemets, une partie du problème. Hein. Très vite, on voit qu'on va pouvoir faire disparaître la partie avec le x. Et l'autre morceau est assez pur, c'est-à-dire que on peut facilement jouer sur les degrés des exposants, sur les exposants, sans beaucoup d'autres choses à devoir ajouter ou supprimer. Si j'avais ici, au lieu de x, du x cube et compagnie, ça serait une autre histoire, ça serait plus compliqué, il faudrait peut-être réfléchir autrement. Maintenant, l'exercice 3. Après avoir dessiné les graphes cartésiens des fonctions f de x est égal à x carré moins 1 et g de x égale x plus 1, calculez l'aire délimitée par ces fonctions. Ok, donc on va dessiner, alors, normalement pour dessiner nos graphes, x, y, alors on doit, la droite gx est égale à x plus 1, ça c'est assez simple, je prends x qui vaut 0, j'ai donc g de x qui vaut 1, donc en 0 ici, lui il vaut là 1. Si j'ai x qui vaut moins 1, g de x vaut 0. Ici c'est 1 et ici c'est moins 1. Donc j'ai une jolie droite qui passe comme ceci. Ça c'est g de x. On va lui ajouter une autre droite. Allez, coucou. On va lui mettre la droite avec x carré moins 1. Ça c'est une jolie parabole avec en fait les racines. C'est x moins 1 fois x plus 1. Donc je sais que je vais passer ma parabole, va gentiment faire quelque chose comme ceci. Elle va couper quelque part, je ne sais pas trop bien où, mais elle va couper quelque part ma courbe des G. Et ça, c'est donc f de x. Mais je sais qu'elle passe par moins 1 et par 1. Et maintenant, on me demande de calculer l'aire délimitée par ces deux fonctions. Donc, il faut d'abord trouver les points d'intersection. J'en ai déjà un, c'est gentil, j'en ai déjà trouvé un. Alors, donc, d'abord, on cherche les points d'intersection, c'est-à-dire les bornes, où on devra calculer notre aire. J'en ai déjà un qui est en moins 1,0. Pourquoi? Parce que c'est une de mes racines de f de x, on l'a vu, et donc je sais que f de x passe par moins 1, 0, et j'ai vu aussi que g de x passe par moins 1, 0, je l'avais utilisé sans le vouloir, donc j'en ai déjà un. Donc maintenant, la meilleure façon de faire, en tout cas en théorie, c'est x moins 1 fois x plus 1 est égal à x plus 1. Ici, j'ai déjà la première racine, donc maintenant celle-là, je peux la supprimer. Je peux, comme je sais entre guillemets que ma deuxième racine sera x différent de moins 1, donc je vais pouvoir simplifier par x plus 1 des deux côtés, puisqu'ici j'ai une multiplication, donc je peux simplifier des deux côtés, ce qui fait que j'ai plus qu'à résoudre x moins 1 est égal à 1. Quand j'ai simplifié, c'est pas 0 ici, c'est pas une soustraction, ce qui fait que x est égal à 2. Donc, est-ce qu'on est d'accord que g de x, que vaut g de x quand x vaut 2, g de x va valoir 3. Et f de x, qu'est-ce qu'il vaut quand x vaut 2? Il vaut 3 aussi. Donc j'ai bien mon point d'intersection qui est moins 1 et avec 0, et l'autre c'est
pardon, c'est 2 et avec le résultat de 3. Maintenant que j'ai mes bornes, je vais pouvoir écrire mon R. C'est l'intégrale qui va de cette borne-ci, moins 1, jusqu'à l'autre borne, 2. Donc c'est de moins 1 à 2. Et je prends la courbe du dessus moins la courbe du dessous. La courbe du dessus, c'est g de x. Donc ça va être x plus 1 moins la courbe du dessous, x carré moins 1, et le tout, j'aurais dû mettre dx. Ok, ça a l'air d'être assez simple à faire comme calcul d'intégrale. Je remets le début de ma borne. Donc x devient x carré sur 2, plus 1 et plus 1. Donc j'ai plus 2, donc ça fait plus 2x, moins x carré, ça va faire moins x cube sur 3, et de moins 1 à 2. Donc mon R, je remplace mes x par des 2, c'est 2 fois 2, 4, 4 sur 2, plus 2 fois 2, moins 2 au cube sur 3, moins 1 au carré sur 2, moins 2 fois moins 1, moins par moins, plus moins 1 au cube sur 3. C'est-à-dire 2 plus 4, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, moins 8 sur 3. Ça fait 1 demi, ça fait donc moins 1 demi, plus 2, moins 1 tiers. Donc j'ai 2 plus 4, 6, plus 2, 8. 8, et là j'ai moins 9, ça fait moins 3, ça va faire 5, 5 moins 1 demi, ça fait donc 4 et demi, ou bien 9 demi, je ne sais pas comment vous voulez l'écrire. Voilà mon R. Dernier exercice. Ah, ben j'en ai 2 même ici. Est-ce qu'il y en a encore? Ah ouais, j'en ai mis encore après. Allez, on va s'amuser encore. Alors, l'intégrale pour A. Ici, c'est 2x. Ouh là là, ça c'est une moins chouette. Bon, 2x plus 3 avec 2x plus 1. Ouais, cool quoi. Eh bien, on va appliquer une méthode un peu bizarroïde. C'est celle que j'avais dit. J'espère que vous ne l'aurez jamais. Vous voyez qu'à une époque, il l'a posée à l'examen. Alors, ici, on va l'appeler I. Tous les intégrales, on les appelle I. Je vais commencer à me mettre ici, il va falloir de la place. I, c'est l'intégrale. Le dénominateur, je ne peux pas faire grand-chose dessus. C'est 2x plus 1. On ne peut pas y toucher pour l'instant. Mais le numérateur, on peut faire apparaître quelque chose de mignon. On peut faire 2x plus 1 plus 2 sur 2x plus 1. 2x plus 1 plus 2, ça fait bien 2x plus 3. Le tout en dx. Ainsi, j'ai donc une jolie intégrale qui est devenue dx, en simplifiant le numérateur et le dénominateur, et une autre intégrale qui est 2 sur 2x plus 1, exposant dx. D'accord? La première intégrale, ben, c'est donc x, si j'ai pas grand-chose comme information. Là, il faut savoir reconnaître je vais le mettre en couleur pour le faire apparaître. Ce joli 2, il est utile parce que, en fait, c'est quand j'ai une fonction composée, n'oubliez pas qu'il faut dériver le composé, le contenu. Donc ce 2 et ce 2, c'est parfait. C'est sympa. Ce 2 du numérateur est vraiment la dérivée de 2x. C'est génial. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on reconnaît une forme de genre 1 sur, on peut simplifier le 2 et le 2 dans notre petite tête, 1 sur x plus 1.
Hein, et celui-là n'a pas grand-chose à jouer. Donc on reconnaît l'intégrale de 1 sur x, c'est quoi? C'est du ln de x. Maintenant, on va remettre des petits morceaux dedans. Donc plus ln. Et alors, quels morceaux on remet? On remet ceux qui étaient au dénominateur. 2x plus 1. Et le tout plus k. Essayez toujours de faire la dérivée de ln de 2x plus 1 et vous verrez que vous aurez 2 sur 2x plus 1. Voilà, donc on a obtenu notre intégrale assez simple, tout compte fait. Elle avait l'air plus moche que ça au début. L'autre intégrale avec x et e sur x, là, il y a déjà un peu plus de sport. Donc, de nouveau, on l'appelle i, on adore les intégrales i. Je vais la réécrire en haut, parce que ce sera plus lisible peut-être. C'est l'intégrale de x, e de x, dx. Quand il y a un e sur x, e exposant x, c'est sûrement qu'on va pouvoir travailler en partie. Parce qu'on va pouvoir faire disparaître, faire descendre le niveau du x, faire disparaître ce x. On va donc poser u est égal à x et v' est égal à e de x. Donc je vais avoir u', c'est dx. Et v est égal à quoi? À e de x. Pourquoi? Parce que je remets ici comme information la dérivée de e de x, c'est simplement e de x fois normalement la dérivée, je vais le mettre comme ça, de x. La dérivée de x, c'est fois a. Donc c'est bien e de x. Maintenant j'ai tous les morceaux, donc je peux dire que mon intégrale originale, c'est u fois v. Donc c'est x fois e de x, moins u', l'intégrale de u' fois v, moins e exposant x dx. Bah, ça tombe bien, e exposant x, on vient de voir ce que c'est comme intégrale. Donc c'est x fois e exposant x moins ex plus k. Hein, l'intégrale ne change pas. Donc là aussi, c'est plus mignon, c'est si vous mettez le e de x en évidence et que vous faites x moins 1 plus k. Voilà, ça résout l'exercice de cette page. Allons sur la page suivante. Hop. On prend l'exercice numéro 5. J'ai une fonction qui est représentée f de x est égal à x carré moins 4. Calculez la mesure de l'aire de la zone assurée sur le graphique ci-dessous. Donc, on vous demande l'aire qui va de 1, 2, 3 jusqu'à 3. Donc, vous avez déjà vos bornes. Et ici, ça c'est le 2. Et vous voyez que vous avez un morceau positif et un morceau négatif. Morceau négatif, morceau positif. Donc, votre aire va être, on va découper l'aire de chacun des morceaux. On va d'abord prendre le côté positif, c'est plus sympa. Donc, on va de 2 à 3. C'est l'aire qui va de 2 à 3 de ma équation. C'est donc x carré moins 4 dx. Et puis après, je prends l'aire qui va de la zone superficielle jusqu'à la courbe. Ce qui fait que la zone superficielle, il n'y a rien à intégrer, donc ça va faire simplement moins l'intégrale qui va des deux bornes de 1 à 2 de x carré moins 4 dx. Ok, c'est donc égal à, parce que ça c'est assez facile à calculer comme r, comme intégrale, c'est donc x cube sur 3 moins 4x qui va de 2 à 3 moins l'intégrale x cube sur 3 moins 4x qui va de 1 à 2. Alors je vais essayer de me mettre dans cette zone-ci, c'est peut-être un peu plus propre. Mon r va donc être égal à 3 au cube
3 fois 3 fois 9, 27. 27 sur 3, moins 4 fois 3, ça fait 12. Moins, je retire le morceau avec le 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 sur 3. Moins par moins, ça va faire plus. 4 fois 2, ça fait 8. Et puis maintenant, je fais la même chose avec le morceau suivant. Moins 8 sur 3, plus 8. Et je continue. Moins 1 sur cube, moins par moins plus 4. Ok, alors ça fait le tout sur des tiers. Hop, j'en ai combien? 27. J'ai 8 et 8, ça fait 16. Moins 16, moins 1, ça fait moins 17 et il me reste encore 10. 10 tiers. J'ai moins 12. J'ai 8 et 8, ça fait 16. Plus 4, ça fait 20. Je retire 12. Ça fait encore plus 8. J'espère que je ne me suis pas trompée dans les calculs. 3 fois 8, 24. Plus 10. C'est bizarre. Je ne pensais pas être avec des chiffres positifs comme ça. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Ok. Ben écoutez, c'est à ça que j'obtiens ici. 3 fois 8, 24. Plus 10, ça fait 34 tiers. C'est marrant, je me serais attendu à un autre chiffre que ça. Bon, ben, il y a peut-être une addition qui est fausse quelque part. Je ne vois pas très bien où, mais j'ai dû faire une faute dans une addition. Si vous la voyez, vous me faites signe, hein, parce que ça m'intéresse. Je suis assez curieuse de trouver mon erreur de calcul. Ben, je vois pas. Je vois pas où elle est mon erreur de calcul. Ah, c'est pas moins 1 tiers? Ah non, attendez. Ah non, c'est plus 1 tiers. Oula. Plus 4, et là c'est moins 4. C'est là mon erreur. Donc c'était ici. Alors, on reprend ici, on nettoie un peu. Donc maintenant, on va calculer. Alors, 8, moins 8, ça fait moins 16. Plus 1, ça fait moins 15. 27, moins 15, ça fait 12. Ça fait 12 tiers. 8 plus 8, 16, moins 4. 16 moins 4, ça fait 12. Moins 12, ça fait 0. Donc, il me reste 12 tiers, c'est-à-dire 4. Ok, là, j'ai toute une série de petites intégrales à faire. Allez, on y va. Certaines sont mignonnettes. C'est vraiment de l'entraînement. L'intégrale de dx sur 2, ben, je remonte d'un niveau, c'est donc x sur 2 plus k. 3, c'est donc 3x plus k. 2, alors ça c'est, le truc c'est de faire 2 fois l'intégrale de x exposant moins 5 dx. Donc, comment je fais? Je laisse le 2, j'y touche pas. Je sais que je dois trouver d'abord le nouveau degré, c'est moins 5 plus 1, c'est donc moins 4. Et je vais donc ici diviser par moins 4, plus 4. Alors, je vais réécrire le résultat de ce côté-ci pour que ce soit un peu plus lisible. C'est donc moins 1 sur 2 fois x exposant 4, plus 4. Alors, le 6 cosinus 6x, oh, ça c'est joli ça. Celui-là, je vais l'appeler i et je vais me mettre un petit peu plus loin pour qu'il y ait un peu plus de place. Donc, si c'est un cosinus, ça veut dire que j'avais un sinus au départ. Et il m'aurait fallu le 6, et je l'ai, c'est parfait. Donc, c'est l'intégrale de sinus de 6x qui vont de 0 à pi. Donc, c'est sinus de 6 pi moins sinus de 6 fois 0. Ben, cercle trigonométrique, le sinus de 0, c'est 0. Sinus de pi, de 2pi, de 4pi, de 6pi, tout ce que vous voulez, c'est toujours 0. Donc, l'intégrale vaut 0. C'est dommage, elle était si mignonne.
Donc c'est égal à 0. L'intégrale de x fois racine de 2 plus x carré. Ah, ça c'est une sympathique. Si je veux résoudre, si j'avais dû faire la dérivée de quelque chose de 2 plus x carré, exposant, disons, 3 demi, juste par hasard, qu'est-ce que vous aurez fait? Et si vous devez faire la dérivée? Eh bien, vous allez dire que c'est 3 demi, hein, vous descendez le niveau, vous le mettez comme variable, fois 2 plus x carré et 3 demi moins 1 comme niveau, fois la dérivée de l'intérieur, dérivée de 2, ben, ça ne compte pas, et de x carré, ça devient 2x. Donc, ça vous fait 3 fois x fois racine carrée de 2 plus x carré. Regardez bien quelle est votre équation. Le x racine carrée de 2 plus x carré, vous le retrouvez tel quel ici. Il vous manque juste le 3. Donc, votre intégrale, c'est donc 1 tiers, puisque ça nous manque le 3, de 2 plus x carré exposant 3 demi. Là, c'est une méthode pour l'obtenir, hein, plus k. D'accord? Maintenant, on va faire l'exercice 7. Dans le plan muni d'un repère orthonomé, soit la surface S délimitée par l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Donc ici, hop. La droite D qui a pour équation y est égale à 4/7 de x. Ok, quand x vaut 7, ici, y vaut combien? Il vaut 4. Oups, je passe par là. Et quand x vaut 0, ben, y vaut 0. Oups. Donc on a une jolie droite. Oh purée, c'est pas mal quand même, hein. Y est égal à 4/7 de x. Et la droite parallèle à l'axe des ordonnées passant par le point 7. C'est-à-dire cette droite-ci. Celle-là est plus compliquée. Ça, c'est avec x est égal à 7 comme droite. Donc, on cherche cette aire-ci. Ah. Voilà, on a fait déjà le point A, on a dû le représenter. Vous serez plus précis que moi, hein. On est d'accord? N'oubliez pas d'indiquer ici vos axes X et Y. On a mis nos différentes droites, c'est parfait. Calculez le volume, oh c'est pas gai ça, du solide de révolution engendré par la rotation de cette surface autour de l'axe des abscisses en utilisant une intégrale. Donc en gros, votre bidule va tourner comme ceci. Il tourne comme ça, il tourne comme ça, il tourne comme ça, il tourne comme ça. Autour de cet axe X. Donc il rentre, il sort de votre feuille. Ok. Mais ça représente, donc si c'est un volume de rotation, la formule, ça veut dire que cette droite-ci vous donne le rayon. Ok? Et vous devez donc utiliser la formule que vous avez ici, une aire dont le rayon varie. Donc, la formule, ça va faire V, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 7 de pi fois r carré, et r carré est donné par l'équation de la droite. 4/7 de x au carré dx. Donc, c'est égal à 4/7 de pi fois x cube sur 3 qui va de 0 à 7. Oula, j'ai fait une erreur, c'est mon 4/7 est aussi au carré. Hop, hop. Donc, mon volume, c'est 4 au carré, 7 au carré, fois pi, fois 7 au cube, sur 3. Moins, quand x vaut 0, ben, il n'y a plus rien qui traite. Donc, c'est ce morceau-là. Alors, c'est assez sympa parce que là, je peux simplifier un petit peu.
Ça sera quand même un petit peu moins moche. 4 fois 4, ça fait 16. Ça fait 70. 7 fois 6, 42. Ça fait 112 pi sur 3. Si je ne me suis pas trompée dans les calculs. Et puis, on vous demande, montrer que l'utilisation de cette intégration permet de vérifier la formule classique de la géométrie donnant le volume d'un tel solide. Oui, bien entendu, vous connaissez. euh, En fait, c'est un cône, quoi, de mémoire. Alors, le volume du cône, je crois que c'est pi fois r carré fois h, et c'est divisé par 3. Je ne sais plus pourquoi il y a divisé par 3. Alors, avec r qui est mon rayon, c'est-à-dire 4. Donc, j'ai donc pi fois 4 au carré sur 3 fois h, ma hauteur, qui vaut 7. Ah ouais, c'est la même chose. Oh, c'est joli, ça. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on va aller voir les examens. Ok. Oh, il y avait 3 questions l'année passée. C'est pas de chance, ça fait beaucoup. Déterminer les primitives suivantes. Ouais, cool. Alors ici, il faut repérer, est-ce que j'ai des choses un peu faciles? Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, j'ai, si je devais faire la dérivée de 3x carré moins 6x plus 1, si je dérive ça, ça me donne quoi? Ça me donne 3 fois 2 fois x moins 6. D'accord? Donc, je pourrais très bien avoir quelque chose qui est du genre 2 que je mets en évidence fois 3x moins 3. Et je vois que c'est ce que j'ai ici en haut. Donc déjà, je peux poser facilement, je peux dire que 3x carré moins 6x plus 1 est égal à u. Donc, j'ai 6x moins 6 fois dx est égal à du. C'est-à-dire que j'ai 3x moins 3 fois dx est égal à du sur 2. Ah, je l'ai mis en évidence. Donc, si j'applique ceci dans ma jolie intégrale, j'ai donc du sur 2 fois u. J'espère que vous avez suivi. Donc, du sur 2, c'est tout ce morceau-là. Ça, c'est le du sur 2. Puis, la barre de fraction, c'est la barre de fraction. Et le 3x carré moins 6x plus 1, ben, c'est mon petit u. D'accord? C'est quoi l'intégrale de 1 sur u? Ben, c'est ln de u. Le 2, ben, je le laisse parce que j'en ai pas besoin. Donc 1 demi fois ln de u plus k. Sauf que on ne me demande pas u, on demande des x. Donc mon résultat pour le 11.11, c'est i est égal à 1 demi fois ln de 3x carré moins 6x plus 1 et à côté plus k. OK? Suivant. L'intégrale de 4x moins 5 exposant 7. Oh, ça c'est aussi une gentille. Là, on peut directement retrouver que j'aurais dû avoir un 4, mais il n'est pas. Donc je vais devoir le remettre, mais en dénominateur, parce qu'il me manquait. 4x moins 5. Ici, ça me permet de monter le niveau de 1, 7 plus 1, 8. Donc j'aurais aussi dû avoir un 8 au numérateur. Donc je l'ajoute au dénominateur puisqu'il me manque. Plus k. Et voici mon intégrale. Donc on peut la réécrire pour que ce soit plus propre. Ça va faire 1 sur 32 fois 4x moins 5 exposant 8. Pour la dernière, x fois e exposant 2x. Aïe, ça c'est moins gai. Il va falloir faire par partie.
Souvent, n'oublie pas, quand j'ai un E exposant quelque chose, ça va être plus simple. Ok, on va se mettre ici, on a un peu plus de place. Donc, je réécris ma jolie intégrale. On pose. U est égal à X. Donc, j'ai U' qui est égal à dx. Je dis que V', c'était égal à E exposant 2X. Donc, que valait V dans ce cas-là? J'aurais dû avoir, pour avoir V, j'aurais dû avoir 2 fois E exposant 2X. Mais j'ai pas le 2. Donc, je vais le mettre qui me manque. Donc, mon jolie intégrale, maintenant, je dis que c'est U fois V. Donc, c'est X sur 2 fois E exposant 2X, moins l'intégrale de U' fois V. Le 1/2, je peux déjà le sortir, hein, il m'embête. Dx sur, oh, pas sur. Ah, zut. Oui, c'est revenu. On va juste gommer ici. Ça c'était faux. Dx, hein, j'aurais dû gommer aussi le dx, il va m'embêter. Toup, 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 toup. Voilà. E exposant 2x fois dx. Et ça, on peut directement résoudre comme intégrale. C'est donc x sur 2 fois E exposant 2x moins le 1/2 que j'ai sorti. Sauf qu'ici, il me faudra encore un 2 que j'ai pas. Donc, je remets un 1/2 fois E exposant 2x plus k. Ils aiment bien que ce soit nettoyé. Donc, on va nettoyer en mettant que I vaut E exposant 2x sur 2 fois x moins 1/2 et le tout plus k. C'est plus propre, c'est plus joli. Ok. Exercice suivant. Cochez la bonne réponse. Si f de x est une primitive de f, alors l'intégrale de f de x de a à b est donnée par donc a à b de f de x, et on nous dit que c'est f de x des bornes a à b. C'est donc f de b moins f de a. C'est la théorie. Donc c'est f de b moins f de a. Exercice 13, on va de nouveau nettoyer. La fonction est définie sur 0 pi inclus. Ok, 0 pi inclus. Et on nous donne f de x égale sinus de x plus cosinus de x plus 1. Pourquoi pas? On donne dans un repère orthonomie la courbe représentative, calculer l'aire coloré. Ok. On nous donne déjà les bornes, sont sympas. Alors, l'aire, ça va être l'intégrale de 0 à pi de la jolie fonction. Sinus de x plus cosinus de x plus 1 dx. Alors, sinus de x, c'était, voulait dire qu'on avait avant moins cosinus de x. Cosinus de x, l'intégrale de cosinus de x, c'est sinus de x. L'intégrale de 1, c'est plus x, qui va de 0 à pi. Donc, on va détailler tout ça. Moins cosinus de pi, plus sinus de pi, plus pi, moins cosinus de 0, moins sinus de 0, moins 0. Cosinus de pi, c'est joli cercle, tink, tink. J'ai ici, ça vaut 1, c'est les cosinus, les sinus. Quand mon angle vaut pi, ici j'ai donc moins 1, là j'ai 1 et j'ai moins 1. Quand j'ai pi, cosinus de pi, c'est moins 1. Sinus de pi, c'est 0. Pi, c'est pi. Cosinus de 0, on a dit, c'est 1. Mais ici, j'ai un moins devant, donc la parenthèse, c'est moins 1. Sinus de 0, c'est 0. Et 0, c'est 0. Donc, j'ai i est égal à moins par moins, ça fait 1. Ça, je m'en occupe plus. Plus pi,
moins par moins, ça va faire plus 1 et c'est tout. Donc ça est égal à 2 plus pi. Voilà, et ça, c'est l'air. Alors de l'appeler A, c'est plus joli. Et c'était tout. Ben, je vous souhaite bon courage pour la suite.